Donc on va pouvoir reprendre et donc passer à notre dernière table ronde qui, en quelque sorte, vient clore la boucle de ce colloque, puisqu'après une première session où nous nous sommes intéressés à la vie des œuvres avant qu'elles n'arrivent au musée ou après leur départ des collections, on va s'intéresser maintenant à leur vie au sein du musée, à leur présentation dans les salles. Et donc, je cède la parole tout de suite à Dominique de Fonréon, conservatrice générale du patrimoine, directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre, qui nous fait l'honneur d'animer cette table ronde. Un grand merci Marie et un grand merci au Collège de France et au Louvre d'avoir organisé cette passionnante, vraiment ce passionnant colloque hier et aujourd'hui. Vraiment merci beaucoup à Bénédicte qui nous écoute de loin. J'aurais bien aimé que tu sois avec nous, mais je suis heureuse de te voir en grand écran. Et puis merci beaucoup à Jean-Luc Martinez et à Néguine Mathieu, ainsi que Marie-Claire Bourdelès d'avoir organisé ce moment. Et merci aussi à mes équipes hier pour l'accueil qu'elles ont donné. Voilà. Alors peut-être juste avant de commencer la table ronde, je voulais faire un petit lien avec ce qui vient d'être dit par Françoise Mardrus et ses invités, et notamment le questionnement sur les enjeux de présence finalement de théories ou sociales ou esthétiques nouvelles, et par rapport à ce dont parlait Arnaud tout à l'heure avec des sollicitations. Alors on en a effectivement beaucoup, mais pour l'instant c'est vrai que le choix du musée, ça a été de lui-même promouvoir un discours sur les œuvres et plutôt réfléchir par le biais justement de colloques ou par le biais de moments de réflexion à ces sujets-là, plutôt que de transformer la médiation in situ. Voilà, donc on en fait un sujet de débat. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce sera au cœur d'un sujet de débat de la prochaine chaire du Louvre qui a été confiée à Neil MacGregor, ancien directeur du British Museum, et que nous accueillerons au Louvre à partir du début du mois de novembre. Donc on aura l'occasion d'en reparler, et comme ça je pourrai répondre aux questions de Bénédicte sans férir à une prochaine rencontre. Voilà. Pour venir tout de suite à la table ronde que je vais animer, et je m'en réjouis beaucoup, donc merci beaucoup. C'est vrai qu'elle traite plus spécifiquement des rapports des archives et de la muséographie. Et il s'agit là de mettre l'accent sur la vie des objets au sein du musée, mais aussi de voir comment ce que l'on considère aujourd'hui comme des archives disent de l'évolution de ces accrochages, voire éventuellement aussi des risques auxquels sont soumises les œuvres dans les musées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là aussi, on parlait tout à l'heure de pans un peu oubliés ou de pans nouveaux, c'est là aussi un pan nouveau, pas vraiment pour l'instant tellement traité. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, en jouant en réfléchissant à ces archives de la muséographie, notamment beaucoup d'archives photographiques, et évidemment je m'en réjouis beaucoup, on se pose la question à la fois du dispositif muséographique, mais aussi de la réception esthétique à la fois des œuvres comme de l'organisation. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on induit aussi un élément, et on questionne aussi le rapport entre la pratique des expositions temporaires et celle des expositions permanentes. Et que je trouve passionnant, et on l'a abordé tout au long de cette journée comme hier, c'est combien finalement le musée, qui est par essence la collection d'œuvres qui ont été créées ailleurs, constitue aussi en tant que telle, finalement, une archive de la pensée qui est au travail par ces archives. Et je pense qu'il y a dans le questionnement des archives du musée, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout de suite avec les différents intervenants, une question de l'imaginaire, finalement, de cette archive. C'est-à-dire qu'il y a dans cet imaginaire de l'archive sa capacité de la transformation de la chose archivistique, et on le verra tout à l'heure, que ce soit par les photographies du musée ou par rapport aussi au recueil ou des comptes rendus de certains éléments. Et ce qui me semble intéressant par rapport à l'archive muséale, c'est que l'archive, comme le musée, est objet de métamorphose, est objet de recréation et de création, avec un imaginaire à la fois
de pensée, mais aussi un imaginaire physique. Et j'étais très heureuse d'entendre tout à l'heure Anne Krebs appeler à la recherche dans les archives, parce que effectivement, même si ça paraît aride au départ, ce contenu aride, en fait, est appelé à des développements très riches. Et non seulement riche parce qu'il apporte de la connaissance, mais riche aussi parce qu'il permet de renouveler la pensée et de renouveler la pensée créative. Et ça me semble extrêmement intéressant par rapport à cela. Il y a effectivement dans l'archive, et notamment dans l'archive de la muséographie, on aura l'occasion d'en reparler, à la fois un aspect objectif, celui de la preuve, au sens strict, ça a été comme ça d'une certaine manière, et on en parlait aussi ce matin avec les photographies de sites archéologiques, mais aussi une composante onirique qui est fondée sur l'expérience conduite par celui ou par celle qui classe, qui étudie, qui commente. Et ce qui est intéressant dans ce rapport à l'archive muséale, et notamment des archives de salles, c'est que ces dimensions sont voisines, mais ne se superposent pas tout à fait, et qu'elles offrent donc quelque chose qui m'est cher, mais pas seulement à moi, à l'esprit, la possibilité d'une création narrative inédite, d'un récit renouvelé du musée. Et donc cette idée que finalement, les archives du musée, c'est aussi le musée lui-même, le musée qui se recrée au travers de ses études muséales et de sa scénographie. Donc je pense que là vraiment, il y a quelque chose que je trouve tout à fait passionnant, et ce colloque aborde ces sujets-là, évidemment, de façon très riche. Alors pour commencer, la première intervenante que nous accueillerons, c'est Michela Passini, donc, qui est chercheuse au CNRS. Michela Passini a fait un travail remarquable sur l'histoire de l'art et l'histoire de l'origine du patrimoine. Je dois dire que son ouvrage « L'œil et l'archive, une histoire de l'art » est certainement un des ouvrages que je recommande le plus. J'espère que ça se voit dans les ventes de l'ouvrage, mais c'est vrai que je ne cesse en tous les cas de le recommander. J'ai eu la joie d'en faire une recension, et je pense que dans cet ouvrage, Michela a posé de façon tout à fait remarquable cette question aussi du rapport entre l'immédiat, ce qui serait celui de l'œil, qui est une pensée de l'histoire de l'art, et celle de l'archive, qui a l'air comme ça peut-être un tout petit peu plus modeste, parfois un petit peu tâcheronne, si je peux oser le mot, mais moi j'adore les archives, donc je suis très tâcheronne moi-même, mais qui en fait révèle, et je le sais aussi, une très grande part de créativité. Donc je suis très heureuse d'accueillir Michela, qui va venir donc tenir cette première partie de la table ronde. Alors, merci infiniment, Dominique de Fourreau, merci infiniment pour cette présentation extrêmement généreuse et très flatteuse. Pardon, le masque, bien sûr, on n'a plus l'habitude de l'enlever. Entre l'œil et l'archive, il faut dire que du côté de l'archive, il y a des historiens comme Warburg, comme Panofsky, donc ce n'était pas du tout un déséquilibre entre œil et archive. Pour moi, je me considère moi-même comme une historienne de l'archive. Et pour revenir à nos archives, aujourd'hui, aux archives des expositions, pour ma part, je voudrais tout d'abord vraiment remercier très chaleureusement les organisateurs du colloque pour l'opportunité qu'ils nous offrent d'échanger sur ces archives, archives des expositions, archives des musées, archives qui, on l'a bien vu dans les communications précédentes, si on effectue ces déplacements des projecteurs dont on a parlé à l'instant, grâce à la communication de Julie Verlaine, permettent vraiment de porter un regard réellement différent, je pense, sur l'histoire des institutions muséales, sur l'histoire des femmes et des hommes qui travaillent et des pratiques surtout qui se déploient. Alors, je voudrais partir précisément d'une pièce qui provient des archives des musées nationaux, aujourd'hui, qui se trouvent donc, qui ont été versées aujourd'hui aux archives nationales. Le télégramme que vous voyez à l'écran, c'est un document de premier abord qui pourrait paraître tout à fait anodin, le support d'une simple communication de service. Or, si on opte pour une perspective vraiment matérielle, si on fait le pari de le prendre en tant qu'objet, et non seulement comme le vecteur d'un discours, ce télégramme d'il y a presque 90 ans, car il date de 1932, a beaucoup de choses à nous dire sur le travail au musée à l'époque où il a été produit. Je vous invite donc à vous concentrer pendant quelques instants sur l'objet lui-même, dont vous avez certes à l'écran une expérience très dématérialisée, pour revenir au texte et aux informations qu'il peut nous livrer seulement dans un deuxième temps.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur cet objet? C'est un télégramme auquel fait suite une série d'autres télégrammes, des questions, de réponses, bref, d'échanges qui se suivent, se croisent pendant quelques jours, à un rythme très rapide. Donc, il y a dans cette série plusieurs télégrammes par jour. Il s'agit donc d'abord d'un document qui porte la marque et qui est le produit d'une accélération du travail au musée, accélération qui elle-même est la conséquence d'un changement de pratique, l'un des plus importants que le monde muséal ait connu, la diffusion et la normalisation de la pratique de l'exposition temporaire, car ce télégramme a été écrit et lu dans le cadre de l'organisation d'une grande rétrospective consacrée à Manet et organisée en 1932 dans les salles de l'Orangerie par les équipes du Louvre, autour notamment de René Huyghe pour l'accrochage, Charles Sterling pour les catalogues et Henri Verne, qui en tant que directeur des musées nationaux à l'époque, gère cet aspect très délicat du montage de l'exposition que sont les prêts d'œuvres. Alors c'est dans l'entre-deux-guerres que l'exposition temporaire s'affirme en Europe comme l'équipement canonique du musée, le pilier de son économie et l'outil de première politique de public. Dans mon expérience, avant la Première Guerre mondiale, on trouve très peu de télégrammes dans les archives des musées, ou en tout cas peu d'échanges qui s'effectuent sur un rythme aussi soutenu. La genèse et la diffusion des expositions temporaires entraînent bien sûr des transformations très profondes de l'institution muséale, de ses représentations et des professions aussi qui lui sont traditionnellement associées, de la temporalité aussi, qui est propre à la machine muséale. Les expositions sont des manifestations payantes qui nécessitent un large déploiement des moyens publicitaires et qui introduisent au musée une nouvelle logique de rentabilité au sein d'établissements dont l'accès était à l'époque pour la plupart gratuit, ou comme dans les cas des musées nationaux, l'accès commençait alors à être soumis à un droit d'entrée. Il commençait seulement à cette époque. Et cette nouvelle logique de rentabilité implique une programmation qui devient, dans ces années-là, dans l'entre-deux-guerres notamment, de plus en plus régulière et de plus en plus dense, avec un certain nombre d'événements organisés sur l'année. D'où l'accélération dont j'ai parlé à l'instant. Accélération du temps des œuvres et des collections, dont la vie sociale se densifie et simplifie considérablement, et qui se voit notamment soumise à des déplacements plus fréquents. Accélération aussi du temps des hommes et intensification des échanges entre les institutions et entre les professionnels qui les gèrent. Et cette accélération du travail au musée a laissé de nombreuses traces dans des archives telles que la série X, exposition des archives des musées nationaux, où l'on constate, par exemple, dans les procès-verbaux du comité consultatif de la RMN, qui donc organise et qui met en place le calendrier des expositions, on constate donc que les conservateurs et les autres acteurs du monde muséal à l'époque commencent à s'interroger avec une certaine anxiété aussi sur les changements de pratiques que tout cela, que l'introduction de ces manifestations comporte pour eux. Alors revenons justement à notre télégramme et lisons-en les textes. Je cite « Justi disposait accorder troc Manet moyennant carabinier Géricault, qu'aurait déjà mentionné, mais souhaiterait portrait Madame Rivière par Ingres, stop. Si ce dernier prêt impossible, accepterait un échange portrait David par lui-même, stop. Démarche officielle auprès du gouvernement allemand, effectuée hier matin. François Poncet. Alors, vous avez à l'écran l'affiche de l'exposition Manet, à l'occasion de laquelle justement est produit ce document, ce télégramme. Deux personnes sont à l'origine de l'échange qu'on vient de lire. André-François Poncet, l'auteur du télégramme, qui est alors ambassadeur de France à Berlin, et Henri Verne, le destinataire, qui est donc le directeur de la RMN et qui s'occupe d'obtenir le prêt de différentes œuvres de Manet conservées à l'étranger pour cette exposition. Il y a ensuite un troisième acteur qui est mentionné dans le document, Justi, c'est-à-dire Ludwig Justi, directeur de la Nationalgalerie à Berlin, qui conserve notamment 3 toiles des Manet essentielles pour l'organisation de cette rétrospective qui se prépare alors à l'Orangerie. Les 3 œuvres de Manet sont dans la Serre, Maison de campagne à Rueil et Les Lilas. Alors, avant de nous concentrer sur l'échange qui est proposé donc, dans ce télégramme, parlons un petit peu des acteurs, de ces 3 acteurs qui sont à l'origine de cet échange. Alors, qui sont-ils ? Comment travaillent-ils concrètement ? Là, on les voit engagés dans un échange d'œuvres,
dans une transaction compliquée sur laquelle je vais revenir. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont plutôt les évolutions de leurs pratiques dues à la multiplication très rapide à l'époque de la pratique de l'exposition temporaire. Demandant une série de compétences spécifiques, le montage régulier d'expositions est lié à l'émergence d'une catégorie professionnelle, d'une catégorie de professionnels plutôt capables de gérer non seulement les aspects intellectuels et esthétiques de la conception de manifestations, mais également leur dimension financière, organisationnelle, médiatique. Reconstituer la genèse de ces nouveaux conservateurs, entre guillemets, implique de retracer les développements d'une muséologie professionnalisée, dont le développement, justement, se situe dans les contextes plus larges de la structuration de professions intellectuelles, mais également dans le cadre des circulations transnationales de savoirs techniques, logistiques et organisationnels. Si la profession de conservateur de musée se stabilise en France durant la seconde partie du XXe siècle seulement, l'entre-deux-guerres figure un tournant. Le conservateur français, confronté à des problèmes nouveaux de gestion des collections et à des transformations rapides de l'institution muséale, s'interroge alors très activement sur leur rôle, leurs fonctions, leurs attributions, et face à une crise de leur métier et de ces représentations, des représentations qui lui étaient traditionnellement associées, ils étudient très attentivement les solutions qui sont testées à l'époque ou qui ont déjà été testées à l'étranger. Et les archives des musées nationaux gardent justement des traces très intéressantes de toutes ces interrogations, de tous ces débats qui vont, entre autres, produire l'introduction d'un nouvel enseignement dans le monde de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de l'histoire de l'art et dans le monde muséal français, donc l'introduction de l'enseignement de la muséologie à l'école du Louvre, enseignement de la muséologie dont on lit encore aujourd'hui sur le site de l'école du Louvre que c'est le premier au monde créé à l'école du Louvre, alors que les archives précisément des musées nationaux nous révèlent que ce n'est pas, et les conservateurs à l'époque le savaient très bien, ce n'est pas le premier enseignement de muséologie, parce qu'il y a des cours qui sont de muséologie professionnelle qui sont donnés dans les musées américains et dont justement ces conservateurs Harry Verne, qui a très à cœur justement l'introduction de cet enseignement à l'école du Louvre, dont il va s'inspirer en envoyant même des conservateurs qui sont en mission sur place pour étudier notamment ce qui s'est fait aux États-Unis et l'importer en le transformant, en le ressémantisant évidemment dans la situation française et l'importer pour en faire l'enseignement que l'on connaît avec notamment Germain Bazin à l'école du Louvre. Et comme on a le temps qui m'est imparti est très court, je vais me concentrer sur un troisième et dernier aspect du document dont nous sommes partis, la question, vous l'avez vu, de l'échange d'œuvres et de la dimension très concurrentielle et très conflictuelle que l'introduction de la pratique de l'exposition temporaire implique pour les musées. Comme vous avez vu, il s'agit justement d'un échange d'œuvres qui est proposé, d'un échange notamment entre les deux œuvres que vous avez à l'écran, et il s'agit bien sûr dans ce type d'échange d'un enjeu de taille pour les organisateurs de l'exposition qui doivent obtenir les prêts des œuvres qu'ils veulent pour monter leur rétrospective. Je ne vais pas vous montrer le comptage, mais dans cette exposition Manet, il y a une très grosse partie des œuvres, presque une moitié des œuvres, qui provient d'institutions et de collections privées à l'étranger. Et donc, c'est vraiment une organisation très complexe à voir et dont les archives nous montrent toutes les différentes étapes pour avoir tous ces différents prêts qui permettront de monter la rétrospective à Paris. Donc, un jeu très important pour les conservateurs du Louvre. Et d'autre part, un jeu de visibilité extrêmement important aussi pour les conservateurs qui gèrent ces différentes collections publiques et privées à l'étranger et pour qui montrer leurs œuvres sur la scène muséale parisienne peut être quelque chose d'extrêmement important et intéressant et une vraie stratégie pour notamment des petites institutions pour accroître la visibilité locale, nationale, mais aussi internationale de leur propre collection.
Et donc, on a à partir des années 30, avec l'expansion de la pratique de l'exposition temporaire, une diffusion et une généralisation de la pratique de l'échange d'œuvres, c'est-à-dire demander un échange des objets que les conservateurs consentent à prêter, le dépôt d'un certain nombre d'œuvres jugées de qualité équivalente qui orneront les 6 messes de leur musée pour la durée de l'exposition. Et alors, je mets bien beaucoup de guillemets à cette question et à ce terme de la qualité équivalente de ces œuvres, parce que cette démarche de l'échange donne lieu à des transactions très complexes, dont l'enjeu est précisément la possibilité de mesurer par comparaison la qualité des objets. Et c'est au cours de ces échanges que l'on peut suivre vraiment très très bien, très finement, grâce à des archives comme les archives des musées nationaux, c'est au cours de ces échanges que se négocie la valeur des œuvres, une valeur symbolique, patrimoniale, qui est réductible à la valeur marchande et qui demande une expertise spécifique. Alors, en 1932, toujours dans le cadre de cette exposition Manet, l'ARMN demande au Musée des Beaux-Arts de Tournai les prêts de deux autres œuvres de Manet que vous avez ici à l'écran, Argenteuil et Chez les Pères la Tuile. Et dans sa correspondance avec les directeurs des musées nationaux, Henri Verne, le conservateur du musée de Tournai, Léonce Pillon, évoque, je le cite, le lustre nouveau qui rejaillirait sur ses collections dans le cas d'une participation de son musée à la rétrospective de l'Orangerie. Donc il comprend très très bien évidemment l'opportunité pour son musée de montrer une partie de ses collections à Paris. Le musée des Beaux-Arts de Tournai est en effet une institution jeune dans les champs de l'art moderne en 1932. Il a rouvert ses salles en 1928 après avoir acquis les collections de peintures contemporaines d'Harry van Cutsem, donc font partie les 2 Manet demandées par la RMN. Pillon se dit alors disposé à envoyer les 2 tableaux à Paris, mais demande le dépôt temporaire à Tournai d'œuvres des musées parisiens. Et cette transaction est très intéressante parce que, justement, sur les 2 plats de la balance, il y a 2 œuvres d'art modernes, contemporains, et 2 œuvres d'art anciens. Donc, on a un cas très intéressant parce que les critères, justement, de qualité, les critères qui permettent l'échange sont, pour une fois, très fortement explicités par rapport à ce dont on a l'habitude dans ce type d'archives. Et donc, une première proposition d'échange comprend 2 œuvres clés du XVe siècle flamand, conservées respectivement au Louvre et au Petit Palais. Le triptyque Braque de Roger van der Weyden, qui dans ces échanges figure le plus souvent sous le nom de Roger de la Pasture encore, et la présentation au Temple de Jacques d'Arrée, léguée à la ville de Paris par Édouard Touques. Le triptyque Braque ne peut être déplacé en raison de son état de conservation. Donc on voit tout de suite que Verne propose à sa place la salutation angélique du Louvre, attribuée, comme il le souligne avec adresse dans une lettre à son homologue du musée de Tournai, à Roger van der Weyden. Donc une transaction complexe commence alors, car Pillon, le conservateur de Tournai, ne consent à prêter le Manet que s'il obtient le triptyque Braque. 2 ordres de considération entrent alors en jeu qui permettent la mise en équivalence de ces derniers tableaux et des Manets demandés par la RMN. Le premier concerne, je cite, les qualités intrinsèques et matérielles, esthétiques de l'objet. Le triptyque Braque est complet alors que la salutation angélique du Louvre, jugée donc non équivalente au Manet par le conservateur du musée de Tournai. Alors, le triptyque Braque est complet alors que la salutation angélique est le panneau central d'un triptyque dont les 2 volets se trouvent à Turin. Et en outre, le triptyque Braque est reconnu comme une œuvre de van der Weyden, tandis que dans le cas de la salutation angélique, les historiens de l'art hésitent à l'époque entre cet artiste, van der Weyden, et une attribution à l'école du maître de Flémal. Donc, on a un cas d'attribution qui fait que évidemment, la salutation angélique ne pèse pas autant dans l'échange que le triptyque de la famille Braque. Et le deuxième ordre de considération tient aux origines de l'œuvre, comme le conservateur du musée de Tournai le signifie à plusieurs reprises à Henri Verne. Peint pour Jean Braque de Tournai et sa femme Catherine de Brabant, le retable de la famille Braque est aux yeux de Edmond Pillon je le cite, « dans l'intérêt puissant pour ma ville, son dépôt à Tournai participerait donc de la célébration de l'identité urbaine et serait particulièrement important pour ces conservateurs qui
essaient à tout prix de l'obtenir. Alors, les raisons de la conservation finiront néanmoins pour avoir les dessus, et le musée de Tournai devra renoncer à la fois au triptyque Braque et au Jacques d'Arrée de la collection Touques. Il obtiendra à leur place la Salutation angélique du Louvre et le triptyque de la Résurrection de Hans Memling. Alors, cet exemple très très rapide, juste pour vous montrer à quel point ces archives peuvent vraiment nous renseigner très précisément sur la perception que les acteurs de l'époque ont de ces œuvres, de leurs valeurs et plus généralement des valeurs qui leur sont associées. Donc à quel point ces archives permettent de faire une histoire très très fine de types de représentations qui sont associées à ces objets. Et donc c'est vraiment la question de la fabrique de la valeur qui est au cœur de la production de ce document d'archives, de ces documents qui sont tout d'abord des échanges et qui deviennent ensuite des documents d'archives, et qui est, je pense, aujourd'hui particulièrement importante pour nous en tant que chercheurs, pour vraiment essayer de réévaluer la question des représentations patrimoniales. Et donc, les archives, vraiment pour conclure, permettent de procéder à une vraie exploration de la machine muséale, dont ces documents permettent de cerner le fonctionnement en même temps que les effets sur la qualification des objets. Aujourd'hui, j'étais très attentive aux termes qui ont été utilisés pour traduire et pour décrire le travail que nous faisons ici. J'étais très frappée de voir à quel point l'expression « petite histoire » est revenue dans le propos que nous avons tous tenu ici aujourd'hui sur notre travail. Les collègues archéologues l'ont beaucoup employé ce matin, sûrement par souci de modestie. Il y avait une petite histoire dont ils montraient cependant toute l'importance de leur communication. Et aujourd'hui, on l'a employé 2 fois. Françoise Mardrus et Anne Krebs l'ont employé plus au second degré, avec, dans les cas d'Anne Krebs, surtout beaucoup d'ironie. Moi, je préfère parler d'une histoire avec des grosses lunettes, une histoire au ras du sol qui nous fait voir, qui ne fait pas nous voir des choses plus petites, mais qui nous fait voir autre chose. Un musée qui n'est pas seulement l'émetteur du discours légitime sur les objets, mais qui est un espace de travail à saisir donc dans ses dimensions les plus concrètes, les plus matérielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaela. C'était vraiment passionnant, et c'est passionnant en fait de voir aussi combien les archives permettent de traduire ce qui est à ce moment-là la nouveauté, parce que les expositions temporaires sont dans les années 1930 une relative nouveauté. On aura l'occasion d'en parler. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ces grosses lunettes que l'on peut comme ça chausser. Le musée devient un espace de travail, mais aussi un espace de vie, et un espace avec à la fois des tensions, mais aussi des rencontres. On aura aussi l'occasion, je pense, d'en reparler tout à l'heure dans la discussion. Sans plus tarder, je voudrais présenter mon collègue Laurent Homser, conservateur en chef donc, au musée du Louvre, au sein du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Il a été un des commissaires de la très très belle exposition Campana en 2018. Il est en ce moment même, avec Françoise Gauthier, responsable de la rénovation complète des salles étrusques que nous entreprenons et que vous verrez très bientôt au musée du Louvre, et ça on est très heureux de cela. Et il prépare un ouvrage qui sera publié aussi à la rentrée de septembre ou d'octobre sur le musée Napoléon III, et ça c'est un ouvrage que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Laurent, c'est à toi. Merci Dominique. Répondant à l'aimable invitation des organisateurs du colloque, je vous présente aujourd'hui donc quelques éléments d'un projet de recherche encore en cours sur une collection légendaire du XIXe siècle, la collection Campana, et plus précisément des éléments tirés donc d'un volume de publication prochaine sur une institution centrale dans l'histoire de cette collection, le musée Napoléon III. Je ne vous fais pas tout l'historique, mais je rappelle que la collection a été formée entre les années 1830 et les années 1850 à Rome par Gian Pietro Campana, puis a été achetée pour la plus grande part par la France en 1861 et a intégré le Louvre en 1863. Vous voyez à l'écran les 2 phases de cette histoire, Rome à gauche, le Louvre à droite. Mais en 1862, la collection a d'abord été présentée à Paris, dans une institution créée ad hoc, le musée Napoléon III. Comme ce musée a eu une vie éphémère, de mai à octobre 1862, mais vous voyez à droite sur le tableau de Giraud que le nom a été repris au Louvre, et comme le musée était logé au Palais de l'Industrie, qui lui-même a été détruit à la fin du XIXe siècle, seules les archives, textes ou images,
permettent aujourd'hui de reconstituer ce qu'a été ce musée et le rôle de relais qu'il a joué entre la présentation romaine de la collection et la présentation au Louvre. Il s'agira donc ici de pratiquer d'une certaine manière un art de la mémoire. Comme vous le savez, cette technique antique, l'invention du fils de Léo Prépès, pour reprendre le titre du beau livre de Jacques Roubaud sur le sujet, repose sur la construction mentale d'un palais où l'on place à des endroits précis les objets ou les idées dont on veut se souvenir. Ici, le palais est historique et a disparu, mais nous pouvons, dans une certaine mesure, grâce aux archives, nous remémorer l'emplacement et la présentation des œuvres. Ces archives sont de différents ordres. Il y a les documents institutionnels, à commencer par les plans du musée, rez-de-chaussée et étages, avec les salles Campana en rose, ainsi que le relevé complet des vitrines, avec les cotes précises. Des documents apparemment plus terre-à-terre, je reprends l'expression, comme les mémoires des tapissiers et des peintres, sont également riches d'enseignements sur les couleurs du musée. Nous avons des documents essentiellement en noir et blanc, et donc ça nous permet de restituer des couleurs, mais aussi de manière oblique sur l'organisation des espaces et la disposition des œuvres. Au rang de la documentation d'archives figurent aussi les nombreux dessins et photographies réalisés au musée, notamment les centaines de photographies de Louise Lafont, qui nous gardent le souvenir notamment de certains modes de montage des œuvres. Et là aussi, il y a des effets de mémoire intéressants. Je vous présente à gauche le montage d'un casque lors de l'étape pétersbourgeoise de l'exposition Campana, qui m'avait un peu surpris, pour être très franc avec vous, et que j'avais peut-être même méchamment comparé à un bilboquet, et dont je me suis aperçu en découvrant la photo de Lafont, qui est une acquisition récente du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, qu'en réalité ce montage reprenait, s'inscrivait dans le prolongement ou retrouvait d'une certaine manière les solutions propres de Campana. Donc je fais ici devant vous acte de contrition. C'était ma palinodie russe. Ces documents d'archives doivent être évidemment croisés avec les publications, gravures, guides ou descriptions. Ici, le salon central, salle 14 du musée. Voici donc le plan des salles du musée avec leurs numéros, et on sait par les notes des tapissiers et des peintres comment étaient indiqués les numéros des salles, en blanc sur fond bleu si je me rappelle bien. Mais je vais me concentrer ici sur 4 salles uniquement de la collection d'Antiques, rassurez-vous, qui offrent chacun 4 petits cas d'études différents. Salle 16. Y figurait le sarcophage des époux, une des pièces majeures de la collection dans une reconstitution de tombe étrusque. Voilà la vue de face et la photo prise sur place. Cette présentation des commissaires français, Sébastien Cornu et Charles Clément, reprenait en fait la présentation imaginée par Campana à Rome, comme le montrent les catalogues Campana, qui nous livrent une description du sarcophage dans son emplacement, une chambre étrusque reconstituée. On identifie bien d'ailleurs sur la gravure plusieurs des objets mentionnés et qui se trouvent à l'arrière-plan. Parmi les documents que l'on aimerait retrouver figurent les éventuels croquis et notes que Cornu et Clément ont dû prendre à Rome pour se souvenir des détails de la présentation et la restituer à Paris. Cette présentation du musée Napoléon III ne sera d'ailleurs pas totalement oubliée au Louvre, puisque les mêmes objets, comme vous le voyez, sont placés dans des vitrines adjacentes, avec un petit effet de dispersion, d'explosion, mais on sent que le noyau a été conservé. Et, entre parenthèses, nous retrouverons une grande part d'ailleurs de la présentation de 1862 dans les choix des futures salles étrusques et italiques, d'une manière assez ironique. Nous replaçons les objets quasiment de la même manière qu'en 1862. L'histoire est volontiers cyclique. Salle 18, une autre reconstitution de tombe, avec au centre un livre funéraire en bronze qui a beaucoup frappé les esprits, notamment à cause du crâne engagé dans le casque. Un rapport manuscrit de Charles Newton, envoyé par le British Museum en 1848 à Rome et qui a visité la collection Campana, montre que là aussi, il s'agit de la réplique d'une présentation romaine. Le lit funéraire figurait à Rome au milieu de la reconstitution d'une tombe découverte par Campana à Cerveteri, la tombe des reliefs. On sait que Campana avait fait réaliser des facsimilés de la tombe, c'est eux qui ont servi ici, comme le montrent les notes des tapissiers et des peintres. Au milieu de la chambre figurent, en partie haute, vous le voyez, 3 sarcophages ou urnes, là aussi souvenir d'une salle romaine où ces 3 œuvres étaient présentées en centre de salle, comme nous le dit un autre manuscrit plus tardif de Newton.
Ce dernier évoque aussi, autre détail de présentation, l'insertion de reliefs dans les bases de ces 3 sarcophages, et cette indication nous permet de préciser des descriptions, notamment de visiteurs, qui évoquent ces reliefs, dont certains, notamment celui de droite, ne devaient pas être visibles du public. Salle 17. La disposition de la salle nous est connue grâce au relevé des vitrines et des étagères, qui mentionnent cependant aussi des œuvres différentes. 3 peintures représentant des scènes de la vie, si je lis bien, ensemble 8 mètres par 1,80 m et 2,30 m. Il s'agit selon toute probabilité d'autres facsimilés de tombes peintes, et plus précisément de ceux de la tombe du mort de Tarquinia. Celle-ci ne conservait en effet que 3 parois intactes et présentait ces mêmes dimensions. Une preuve ultérieure est donnée par une caricature de Cham qui ne peut se référer qu'à cette scène. Les archives permettent de suivre en partie le destin de ces œuvres méconnues, de ces facsimilés arrivés de Rome. On sait par des lettres de Campana, qui a vu sa collection à Paris, j'insiste toujours sur ce point, il est venu à Paris et il a vu sa collection, ce qui a dû lui faire un certain effet. On sait donc par des lettres de Campana que des facsimilés étaient présents au Louvre. Mais ils n'étaient sans doute pas exposés, comme le montre une lettre du conservateur Léon Euzet, qui évoque la présence de ces facsimilés dans son bureau. La dernière trace de ces facsimilés, au statut évidemment incertain pour le musée, une œuvre de la documentation, provient d'un dépôt en 1912 de 2 panneaux étrusques au musée Guimet de Lyon, et c'est le dernier point sûr de leur histoire, et dans ce cas, la quête se poursuit pour retrouver ces facsimilés Campana. Salle 15. La série des Terres cuites était l'une des gloires de la collection Campana et faisait de la salle 15, au dire des critiques les moins indulgents, un Pompéi en miniature. C'est dire le prestige de et l'accueil réservé à cette salle extraordinaire. Le relevé permet de comprendre là aussi la disposition des différents types d'œuvres, notamment le long des murs, urnes et statuettes en partie basse, plaques Campana en partie médiane et antéfixes en partie supérieure. Là encore, la présentation s'inspire de Campana, avec moins de plaques au milieu, mais c'est exactement la même répartition. J'insiste ici sur l'importance de cette disposition dans notre connaissance actuelle de la collection. Quand le transfert au Louvre a été acté, mon prédécesseur, Adrien de Lomperrier, a entrepris l'inventaire de la collection en leur donnant des numéros dits CP, plus de 9000 au total, en faisant une fiche détaillée pour chaque objet, avec le nouveau numéro en haut à gauche, les numéros anciens figurant sur les étiquettes en haut à droite, et une description complète mentionnant l'état de conservation et les restaurations éventuelles. Malheureusement, là aussi, caractère labile et éphémère des archives, une partie de ces fiches semble perdue. Mais on voit ici comment Lomperrier a procédé dans sa numérotation, en suivant les parois et en donnant tour à tour un numéro à l'antéfixe du haut, à la plaque du milieu, à l'urne ou à la statuette du bas. On peut donc presque ainsi reconstituer la succession des séries d'œuvres dans la salle. Cette topographie qui se lit dans l'inventaire de Lomperrier permet à la fois de restituer des numéros CP perdus et inversement de localiser au moins approximativement des œuvres dont on a le numéro CP. 2 exemples. C'est très clair pour les marbres avec lesquels je termine. Lomperrier a commencé à inventorier les marbres à la suite d'autres séries, en commençant par le numéro 6359 et en débutant logiquement par le premier espace où étaient présentés les marbres, l'entrée principale. Le plan permet de restituer le mouvement opéré par Lomperrier. D'abord, les 4 grandes statues des escaliers, 6359 à 6362, puis de gauche à droite, le fond de la salle. J'ai indiqué en rouge 2 statues à droite qui ont perdu leur numéro CP, mais auxquelles justement on peut restituer ce numéro d'après la logique de disposition des œuvres et d'après la séquence des numéros, mais on ne peut pas savoir exactement qui est qui. Lomperrier a numéroté tour à tour ensuite les marbres du palier de l'étage, du salon carré, 14, de la salle 22 tout au bout, puis du palais inférieur de l'aile est. Les numéros CP qu'il a donnés, les séquences de numéros CP, nous permettent ainsi de restituer au moins approximativement l'emplacement des œuvres. Nous savons ainsi qu'un chef-d'œuvre de l'art romain, le fragment de l'Arapakis, méconnu à l'époque, se trouvait dans une position relativement secondaire, justement dans cette salle 22 tout au fond du parcours.
Je m'arrête là parce qu'on pourrait multiplier les exemples, mais je voudrais juste conclure justement sur l'apport de cette recherche, qui est un apport tout à fait minime. Voilà, alors je vais moi aussi jouer l'archéologue et considérer que les gains épistémologiques ici sont sans doute dérisoires, ne peuvent guère être considérés que comme documentaires et comme un premier pas vers des histoires plus complètes de disposition et d'histoires plus vastes. Donc on réunit ici, à travers les archives, l'indispensable premier pas de la recherche, qui est celui de mettre à disposition les archives et les connaissances. Mais je voudrais insister davantage ici, évidemment, sur le caractère, et Dominique a souligné la dimension d'imaginaire, mais j'insisterai plus sur la dimension presque psychologique et affective de ce travail d'archives, de ce goût des archives. Évidemment, l'expression a été reprise ici aussi, et surtout de cette opération presque d'invocation que permettent les archives, qui est ce plaisir presque enfantin d'une certaine manière, de reconstituer des espaces et de pouvoir dire, comme le permettent aussi les photographies justement, cela a été. Je vous remercie. Un grand merci, Laurent. Et c'est vrai, cette idée de reconstitution, presque d'une certaine manière, tu le disais très bien, hein, d'organiser à nouveau un palais, une maquette mentale, c'est vraiment assez formidable. Et c'est vrai que c'est ça qu'on aime beaucoup dans les archives, et en même temps, tout en ne pouvant recréer que ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que, on l'a déjà mentionné lors de cette journée, les archives sont toujours partielles, toujours parcellaires, et parfois il y a des choses qu'on ne recherche pas qu'on trouve, et puis souvent aussi il y a des choses qu'on cherche ardemment, dont on pense qu'elles ont été là et qu'on ne trouve jamais. Et donc forcément à chaque fois ça aboutit à une forme de recréation tout à fait passionnante. On aura aussi l'occasion d'en parler. Alors, je voudrais maintenant vraiment recevoir pour cette troisième communication Cécilia Hurley-Griner, donc, qui est professeure à l'Université de Neuchâtel et aussi professeure à l'École du Louvre, dont est les membres aussi de l'unité de recherche. Et Cécilia a beaucoup travaillé sur tous les enjeux du display et de la muséographie. Elle participe de façon très étroite, puisqu'elle co-dirige avec Françoise Merdurus à l'atelier doctoral de l'École du Louvre et du Louvre, organisé par le Centre Dominique Vivant de Nons. Et elle est vraiment quelqu'un qui a une connaissance très précise et très fine de ce rapport entre musée, présentation muséale et aussi représentation. Donc, Cécilia, on est très heureux de t'écouter sur les vues photographiques des salles, et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour cette introduction. Merci également aux organisateurs du colloque. Merci Bénédicte Savoie, merci Jean-Luc Martinez. Merci aussi Marie-Claire Bourdeleuse, Marie Tchernia et également Négine Mathieu. Merci à tous et à toutes pour cette invitation à ces journées qui sont très intéressantes et riches en questions qui sont aussi d'une grande actualité. Alors, la traçabilité des expériences muséales à la fin du XIXe siècle. La scène est très familière. Une peinture célèbre qui recrée un espace emblématique. Une union parfaite entre les arts de la peinture, de la sculpture et des arts appliqués, sertis dans un écrin somptueux. Une architecture célèbre très goûtée par un groupe d'aristocrates anglais et de dilettanti. Voici donc la Tribuna aux Offices de Florence, telle que le peintre allemand Johann Zoffany l'a figurée entre 1772 et 1778. Petit détail important, grâce aux recherches d'Oliver Millar, nous savons aujourd'hui que cette vue n'est absolument pas une représentation fidèle. En effet, plusieurs œuvres d'art figurant sur la toile n'étaient pas exposées dans ce lieu prestigieux et durent être spécialement déplacées sur ordre de Zoffany lui-même, afin que l'artiste puisse composer une galerie parfaite selon ses principes. Il alla jusqu'à faire chercher des tableaux qui étaient alors conservés au Palais Pitti. De fait, la plupart de ces vues peintes de galeries dans cette même tradition semblent relever davantage de la fiction que de la réalité. La fantaisie, et non l'exactitude, a souvent présidé à leur mise en scène et jusqu'à leur contenu. L'historien d'art doit donc se tenir sur ses gardes. On a affaire ici à des représentations complexes auxquelles il est impossible de conférer le statut de document historique fidèle.
50 ans après Zoffany, en 1827, Joseph Niepce crée la première image héliographique d'une vue de la nature. Il prend ce cliché de la fenêtre de sa chambre de travail. En 1844 environ, William Henry Fox Talbot produit les planches qui vont composer son fameux ouvrage The Pencil of Nature. Dans ce recueil figurent, à côté de vues de la campagne, des porcelaines, des verres rangés sur des rayons, un buste de Patrocle, même une lithographie. Fox Talbot, par contre, ne reproduit aucune peinture. Dans l'introduction à son livre, Fox Talbot dénonce le crayon du dessinateur en raison de son caractère mensonger. Il parle de « faithless pencil ». Sa frustration face à cet instrument de représentation peu fiable l'a convaincu, dit-il, d'expérimenter l'usage d'une caméra obscura, puis, dans ce prolongement, de créer un véritable appareil photographique. Seul, à ses yeux, ce dernier moyen assure une objectivité totale et complète. Quand il commente l'un de ses propres clichés, le deuxième de son recueil, qui représente un ciel parisien, il dit « A whole forest of chimneys borders the horizon, for the instrument chronicles whatever it sees. » À l'entendre, la nouvelle technique ne repose plus sur un choix artistique explicite ou implicite, mais sur une opération mécanique qui restitue tout ce que voit l'objectif, ni plus ni moins. Fox Talbot a paradoxalement créé les fondations du mythe de l'objectivité associé au regard photographique. Ce mythe, car c'en est un, s'est très vite répandu. Un photographe anglais du Second Empire, Roger Fenton, dit par exemple dans une conférence de 1852 « Artists know that the camera will present them with the most faithful transcript of nature. » Seuls de très rares collègues de Fenton comprennent le caractère fondamentalement erroné d'une telle conviction, comme par exemple Gustave Le Gray. Dans son traité de photographie, Le Gray tente en effet de relativiser les idées émises par Fenton et par Fox Talbot. Il est convaincu que la photographie renégocie de fait le rapport entre l'objet et l'image de l'objet. Et je cite, « En habituant l'artiste à voir la nature reproduite dans toute sa fidélité. » Fin de citation. Mais il devine que, entre les mains d'un habile opérateur, la photographie peut devenir un outil interprétatif, tout comme la peinture à l'huile, l'aquarelle, la gouache, la gravure au burin ou à l'eau forte, la lithographie. Le Gray souligne en effet que les composantes techniques propres à la photographie peuvent être modulées pour offrir un vaste éventail d'effets artistiques. Et je cite. En variant la mise au point, le temps de la pose, l'artiste peut faire valoir ou sacrifier telle ou telle partie, produire un effet puissant d'ombre et de clair, ou bien un effet d'une douceur et d'une suavité extrême, et cela en copiant le même site, le même modèle. Fin de citation. Le Gray tente ainsi de libérer la photographie de son statut imaginaire comme simple reproduction et de lui conférer le statut d'un art à part entière. Mais en dépit de son effort remarquable, la nouvelle technique de la photographie sera longtemps considérée comme un moyen de saisir la représentation passive au vif d'un spectacle, par exemple d'une galerie, offrant ainsi la vue immédiate, objective, d'un intérieur de musée pris dans la temporalité simple du quotidien. On considère alors que ce type d'image oppose un antidote aux images peintes, comme de Zoffany, toutes fautives, qui représentent des galeries d'œuvres d'art. Représentation qui se caractérise par une facture laborieuse, comme par une mise en scène très sophistiquée. Les images produites par Fox Talbot ont à cet égard une ambition théorique et réflexive très forte. Par exemple, celles qui représentent diverses étagères garnies de verres sont agencées de telle sorte qu'elles semblent revendiquer un caractère presque clinique à force d'objectivité, au même titre que les vues du chemin de campagne ou de ce groupe de toitures et de cheminées parisiennes qui figurent également dans le recueil. Même les photographies présentées par Le Gray et qui montrent des parties du salon de 1850-51, de 52 et de 53 semblent curieusement relever de la même démonstration. Et pourtant, je viens de poser que cette prétention à l'objectivité relève du mythe. Pourquoi ? En dépit de leur rapidité d'exécution relative, les procédures qui présidaient à la création d'une photographie étaient conditionnées par plusieurs difficultés
très évidente durant les premières années qui suivirent l'invention de cette technique. Fox Talbot photographie de la sculpture, des porcelaines, des verres et une plaque lithographique. Il ne tente jamais de représenter une peinture à l'huile ni une aquarelle. Il est aisé de comprendre que le photographe évite une difficulté par trop grande en toute discrétion. On comprend la nature de cette difficulté en lisant l'article publié en 1893 par le connaisseur Bernard Berenson. Berenson relève l'importance capitale d'une invention toute récente, la découverte par Attu Taillefer du film isochromatique ou panchromatique, dont la caractéristique principale est sa sensibilité plus fine à plusieurs types de lumière, même si cette sensibilité accrue ne couvre pas l'ensemble du spectre. Le problème que Taillefer a résolu est bien connu des photographes. Sur les clichés représentant des peintures à l'huile, le jaune se traduit par une teinte noire. Tous les bleus, du bleu clair au bleu foncé, apparaissent blancs. Le résultat évoque le son d'un instrument de musique complètement désaccordé. La photographie semble donc d'emblée plus adaptée à la représentation de la sculpture ou des productions de l'art industriel, en particulier du métal, du bois, du verre ou de la porcelaine. Les vues de galeries de peinture prises dans les plus grands musées semblent condamnées à traduire des blancs, des noirs et des gris de manière incertaine. Impossible de rendre des tonalités, des complémentarités de manière précise. La photographie doit longtemps se limiter à représenter l'espace d'une galerie, sa perspective et ses volumes. En apparence, la galerie de sculpture promet donc une objectivité plus grande. On peut reproduire non seulement un espace, mais les œuvres ornant cet espace muséal. Cependant, même dans ces représentations, un résultat probant ne peut être obtenu sans de grandes prouesses techniques et sans une distorsion conséquente de la réalité. Prenez par exemple les fameuses photographies du British Museum qui sont exécutées durant les années 1850. Roger Fenton représente le célèbre disco ball dans une photographie magnifique et qui semble créée d'un seul jet. Derrière la fameuse statue, on aperçoit une vaste perspective au long d'une galerie, qu'ornent de nombreux chefs-d'œuvre, magnifiques dispositifs. Mais plusieurs commentateurs ont souligné que cette statue du disco ball n'est alors pas située dans cette galerie du musée et qu'elle a été transportée spécialement par le personnel du musée, car il faut placer l'objet dans une lumière vive pour le rendre photographiable. Au passage, un bel effet de perspective a été recherché par le photographe. Or, le caractère provisoire du dispositif est trahi par la présence des taquets en bois qui maintiennent un interstice entre le piédestal et le sol et qui faciliteront le déplacement du piédestal après la prise du cliché. Même si les vues d'œuvres d'art exposées au British Museum, comme dans d'autres musées, sont assez souvent montrées dans leur emplacement original, nous devons résister à l'idée qu'elles ne portent la trace d'aucune mise en scène. De plus, il faut souligner que les vues de galerie ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait le penser dans les catalogues imprimés par les officines photographiques de l'époque. En général, les musées ont longtemps quelque peine à considérer la photographie comme une technique intéressante pour leur institution. Très peu d'entre eux ont l'idée d'engager un photographe. Comme le relève Anthony Humbert, la National Gallery de Londres se résout à faire le pas pendant les années 1880, lorsque Gaston Browne est nommé photographe de la maison. Le même Gaston Browne va, presque à la même époque, obtenir un contrat le liant au Louvre. Dans les deux musées, sa tâche consiste à produire des reproductions d'œuvres d'art à la qualité irréprochable et propres à être vendues par chaque musée respectif. Cette pratique se généralise ensuite dans tous les musées d'Europe et des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Le nombre de compagnies contractées qui parviennent à s'imposer sur ce créneau ne sont pas nombreuses. Kunstverlag Franz Hanfstengel, Fratelli Alinari, Photographisches Gesellschaft à Berlin, Bruckmann à Munich, Jean Laurent à Madrid, Maison Braun à Dornach. La plus grande part de ces contrats porte sur la reproduction d'œuvres individuelles, très rarement sur des productions de vues de galerie. Un chef-d'œuvre tel que le fameux Graphoscopio de Laurent, qui déroule la vue de Simèse entière au musée du Prado, sont rarissimes. Pourquoi ?
Durant les premières décennies de la pratique photographique, les opérateurs doivent souvent transporter leur matériel sur place et voiturer jusqu'aux produits chimiques nécessaires à l'exécution des clichés. La technique du daguerréotype, celle du calotype, sont rapidement supplantées par le procédé au collodion, excellent mais compliqué, qui requiert une grande dextérité et une action immédiate. La plaque est recouverte d'une solution de collodion, puis sensibilisée par l'immersion dans une solution de nitrate d'argent. Une fois la plaque exposée à la lumière, le développement a lieu immédiatement. Face à de telles contraintes, les conservateurs doivent se résoudre à autoriser le déplacement hors des galeries d'une œuvre d'art sélectionnée pour sa reproduction photographique. Le personnel des musées répugne à autoriser le photographe à opérer dans le périmètre des galeries par crainte d'accident. Enfin, si certains photographes réussissent à prendre des vues de galeries en dépit de toutes ces difficultés, ils le font sans la présence d'êtres humains. La photographie exécutée par Roger Fenton, à cet égard, est symptomatique. Elle est réalisée durant le jour d'ouverture réservé aux artistes, lorsque le British Museum reste fermé au grand public. La présence humaine est alors signalée de manière indirecte par le biais d'un chevalet qui se trouve en bas à droite de la photographie. Propriété, un instant abandonné par un artiste absent et qui semble hanter l'image par son absence même. Ce type de photographie constitue presque un paradigme à cette période. Le musée y est décrit comme un dispositif avide, sans habitants. À la même époque, les vues peintes comportent des dizaines de figures. Quand, en 1861, Giuseppe Castiglione exécute sa fameuse vue du Salon Carré du Louvre, il célèbre le fonctionnement social de la galerie de peinture. Un vaste éventail de figures, militaires en permission, bourgeoises, étrangers, se pressent dans le sein des saints de l'art et leurs attitudes illustrent avec précision l'impact social de l'art élevé tel qu'il est rêvé par les artistes au XIXe siècle. Il est plus que probable que cette foule relève d'une construction complète, mais cette construction propose une vision sociale du partage de l'art à l'époque où triomphe le musée public. Plus tard, un artiste comme Louis Bérou se taille une réputation appréciable en multipliant les vignettes illustrant la vie quotidienne au Louvre, comme si cette vie était racontée par un gardien du musée. Visiteurs chevronnés, badauds, copistes y sont représentés, thématisés avec soin pour leur valeur représentative, comme pour mieux célébrer le fonctionnement idéal du musée tel qu'il est idéalisé sous la Troisième République. Les photographes ne peuvent suivre ce modèle, en grande partie parce que les temps de pose ne permettent pas de saisir au vif des figures qui ne cessent de se mouvoir dans les galeries. Lorsque le photographe les laisse vagabonder dans les espaces du musée, ils apparaissent comme des fantômes. D'où cette longue série de galeries vides, qui offre une contrepartie, sans doute mensongère, aux preuves que nous avons de la haute fréquentation des musées à la fin du XIXe siècle, à l'époque où les chemins de fer déversent des vagues de touristes dans les grandes capitales culturelles. Si on lit la fameuse description d'une visite au Louvre-Pazola en contemplant une vue intérieure du musée en photographie, on peine à imaginer que les deux documents illustrent la même réalité d'un grand musée parisien. À une époque, seconde moitié du XIXe siècle, où la peinture semble considérer la photographie comme une compétition dangereuse, les peintures de Bérou paraissent presque dénoncer la technique photographique. L'artiste va jusqu'à l'exubérance en montrant un tableau du Salon Carré, par exemple, et en montrant aussi un tableau du cycle Médicis de Rubens déversant ses figures sur le copiste à l'œuvre dans une galerie du Louvre. Cette figure souligne la supériorité de la peinture. Celle-ci ne se limite pas à décrire le fonctionnement social d'une institution publique en vue, elle donne vie au chef-d'œuvre du musée et montre ainsi qu'elle seule permet à l'imaginaire du visiteur de s'immerger dans le monde fictif créé par un artiste de génie. Ces images, mythes ou réalité, autrement dit, où se trouvent les limites de la peinture et de la photographie comme éléments de traçabilité de l'expérience muséale au cours du XIXe siècle. Je vous remercie. Un grand merci, chère Cécilia. Et en t'écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que la première fois que je suis
venu communiquer dans cette noble maison, le Collège de France. C'était à l'invitation de Roland Recht, il y a maintenant pas mal d'années, autour de la reproduction photographique des œuvres d'art. Et c'est un sujet, tu le sais Cécilia, qui m'est cher. Et vraiment, je suis heureuse de t'avoir écouté et que tu aies montré brillamment tous ces enjeux. Et tous ces enjeux de complexité, et effectivement, ce mythe d'une exactitude qui est portée par à la fois Talbot en Angleterre et aussi Daguerre en France, mais qui en fait laisse place à éventuellement avec beaucoup de distorsions et beaucoup de points de vue. On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui est intéressant aussi, c'est en t'écoutant, comme en écoutant d'ailleurs tout à l'heure Anne Krebs sur les publics, et aussi tout à l'heure Michaela aussi, combien les débats d'aujourd'hui sont en fait puisent dans les débats d'hier, c'est-à-dire quand Michaela disait le Louvre le musée comme lieu de travail, ou quand tu parlais tout à l'heure de la résistance des conservateurs à déplacer les œuvres, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma journée d'hier, mais en fait, dans la réalité, par moment, ça qui est très intéressant, c'est que ces archives qui pourrait simplement illustrer un passé dont on se dirait qu'il est révolu, pas du tout, en fait, révèle des éléments qui sont à l'œuvre, qui sont en discussion, qui sont en échange, qui sont toujours en échange, qui sont toujours questionnés, et qui, du coup, grâce à cette étude, montrent que finalement, ces débats sont peut-être moins personnel et anecdotique, et peut-être qu'en fait qui pose des fondements du musée. C'est-à-dire que ce que disait Michaela tout à l'heure par rapport à l'exposition temporaire, qui effectivement n'avait pas été prévue par le musée au départ, qui était des lieux d'exposition permanente, on n'imaginait pas autrement, puisque c'était même dévoiler les chefs-d'œuvre des collections, donc il n'y avait pas d'idée de les déplacer. Peut-être qu'en soi, ça bouscule quelque chose, hier comme aujourd'hui, même si je suis une partisane de l'exposition qui apporte aussi beaucoup à la connaissance. Peut-être effectivement aussi que ces questionnements sur la présentation, comme Laurent le disait, mise en scène ou pas, avec facsimilé ou pas, avec des peintures derrière ou pas, là aussi ça questionne de façon plus durable. Et ce que tu viens de dire, de la même façon aussi, cet enjeu de représenter les œuvres d'art, de les déplacer, et puis finalement de quoi faire de ces photographies, qui est aussi un enjeu, puisque le Louvre, comme les autres musées, a été, tu évoquais le premier contrat qui avait été donné à la Maison Braun, donc à partir des années 1880, donc par le Louvre, mais le Louvre a été et est toujours jaloux de l'exploitation de ces images, soyons clairs. Enfin, quand je dis jaloux, on est très généreux le plus possible et le plus ouvert, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en mettant justement en ligne dans notre portail collection en ligne, mais en même temps, il y a cette idée quand même par moment aussi de ces usages-là. Donc c'est assez intéressant, et on veut quand même les contrôler, même si on les donne, nous, à voir, on veut aussi quand même les contrôler. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les débats qui sont présents sont des débats qui sont peut-être ontologiques au musée. Alors, je suis très heureuse d'accueillir maintenant Victor Klaas, donc, qui est chercheur à l'Institut national d'histoire de l'art, qui a travaillé au Centre allemand d'histoire de l'art, qui a aussi travaillé comme postdoc au musée du Louvre, où on a eu la chance de l'accueillir au sein du Centre Dominique Vivant-Denon, donc auprès de Françoise Mardrus, et qui va nous parler d'un sujet vraiment intéressant, me semble-t-il, et finalement assez peu abordé, qui est peut-être l'anxiété qui transparaît de certains usages du musée, une anxiété première qui est celle de la conservation des œuvres et éventuellement de leur vol ou le fait qu'elles soient abîmées. Et grâce aux archives, il a retrouvé des éléments qui sont des éléments qui en soi constituent un récit un peu nouveau et une autre manière de regarder aussi les enjeux du musée. Donc Victor, c'est à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Dominique, pour l'introduction. Je me joins au concert de remerciements sur les organisateurs, organisatrices de cet événement. Et j'ajoute aussi à cela la régie et les gens qui assurent la captation de ces événements, qui font vivre la recherche dans des moments où il est difficile de se rassembler et de la diffuser aussi. J'entre rapidement dans la matière de ma contribution, qui porte ce titre que je voulais un peu joueur, surveiller et ravir. Un titre résumant de manière outrée certaines des missions fondamentales du musée, assurer la surveillance et la bonne survie des objets qu'il abrite d'une part, tout en se portant garant de l'expérience qu'ils sont en mesure de procurer à ses visiteurs de l'autre. L'idée de ravissement est en revanche ici à prendre dans un double sens. Il s'agit pour les objets muséifiés de plaire ou de déplaire, de permettre d'envoyer ces publics vers le ciel afin de les transporter ou de les délecter.
Il s'agit aussi, dans mon cas, du ravissement comme vol, larcin ou comme enlèvement de force. L'histoire des musées est certes l'histoire des idéaux, des intentions de partage que cette institution encapsule, mais elle est aussi celle d'institutions qui, en raison de facteurs, circonstances imprévisibles ou exceptionnelles, échouent parfois à cette mission. Le musée du Louvre a été marqué par quelques histoires de vol, de disparition, dont certaines sont peut-être même trop connues pour être rappelées ici. Ce qui m'intéresse dans le cadre de ma contribution à ce colloque, c'est d'ouvrir quelques cartons d'archives des musées nationaux afin que nous puissions observer ensemble comment les documents conservent la mémoire de ces actes et les conclusions qu'il est possible ou non d'en tirer pour une plus vaste histoire culturelle impliquant les musées. Une histoire qui placerait au cœur de son propos les fluctuations des rapports qu'entretiennent les sociétés avec leurs biens patrimoniaux. Et j'utiliserai pour ce faire un cas d'étude issu d'une recherche ancienne pour ma part, développée, relativement ancienne, mais déjà publiée dans un article en 2018 ou 2019, autour d'un vol commis en 1939 dans une salle du musée du Louvre. Ce n'est pas du tout un vol qui était inconnu, et on a déjà écrit dessus, mais je me suis repenché sur la question. Et le tableau concerné, vous le voyez sur la table ici, mal. J'ai volontairement pas mis une image pleine du tableau dans cette communication qui n'a que des images d'archives. C'est un petit panneau de Watteau, donc l'indifférent, c'est son nom, figuré ici en compagnie de son sémillant cambrioleur. Et si on diminue un petit peu la lumière, on pourra observer. Ce colloque m'offre l'occasion de rouvrir ce dossier, d'exploiter ce que par faute de place, volonté de cohérence, d'une manque de maturation assez aboutie de mes idées, je n'ai pu intégrer à cette recherche en espérant être pertinent pour nos travaux d'aujourd'hui. Les images que je vous présente seront donc, je le disais, exclusivement tirées des archives des musées nationaux, aux archives nationales donc, et de la documentation des peintures du musée du Louvre. Et je remercie, comme le faisait aussi Arnaud Bertinet dans la table ronde précédente, toutes les personnes qui sont les agents et les intermédiaires par lesquels on peut accéder à ces documents et produire du savoir. Je commencerai par pur souci de théâtralité, par vous présenter 2 lettres reçues par l'administration du musée du Louvre en 1939, peu après le vol de ce tableau. Donc la première, à gauche, est supposément envoyée de la ville de Munich le 28 juin 1939, et sa signature est illisible, et sa grammaire est un petit peu bancale. On lit « Je suis en possession de l'indifférent de Watteau. Je suis disposé de le vendre après paiement de 200 000 francs français. Veuillez me donner réponse sur la feuille des annonces du journal de lundi 3 juillet. Vous avise que votre réponse ne paraîtrant pas, l'indifférent sera détruit. » Fin de citation. Donc, une lettre précédée de quelques jours à peine d'une autre missive tenant les propos suivants, et je les lis. « Oui, je sais, votre premier réflexe en ouvrant cette lettre sera de vous rendre compte qu'elle est celui qui vous l'envoie. Elle est anonyme, et pour cause, car elle vous est envoyée par l'auteur du rapt du tableau L'Indifférent. Il est parfaitement exact que je m'en suis emparé entre 15h40 et 15h50, et il était sorti du musée dans le pliant que tenait ma compagne. Vous pouvez vous demander quelle raison a motivé mon acte. Pas pour le revendre, bien sûr, car étant connaisseur en pareille matière, je sais fort bien qu'il me sera impossible de le vendre dans n'importe quel pays sans me faire pincer, et la seule raison est celle-ci. J'ai perdu il y a quelques années un procès, l'État m'a frustré d'un héritage, j'ai toujours juré de me venger, et c'est pour cela que votre tableau, qui vaut 3 millions, repose en morceaux dans la Maine, où je l'ai jeté cette nuit. Je me considère donc maintenant comme quitte envers l'État. Prenez cette lettre pour une plaisanterie si vous voulez. Quant à moi, lorsque vous recevrez cette missive, j'aurais fait pas mal de chemin pour me mettre hors de la portée de la police, etc., avec mes amitiés, avec mes civilités, le peintre amateur. Telle est signée cette lettre. Et en haut à gauche, cette remarque qui est celle du genre qui vous fait rire quand vous êtes dans la salle d'archives. Il écrit en haut à gauche, donc, une incitation envoyée à la direction du musée. Je cite « Un bon conseil, monsieur, vissez vos tableaux ». Ce tragicomique n'avait pourtant pas de quoi faire rire, ni même sourire l'administration du Louvre, alors qu'un tableau avait effectivement disparu des salles Schlichting du musée le dimanche 11 juin 1939, en début d'après-midi, plongeant les ministères et les équipes du musée dans une étourdissante tourmente médiatico-patrimoniale d'ampleur internationale. Ces 2 lettres conservées dans les archives sont de toute évidence celles de 2 plaisantins, voyant dans la confusion générale une chance à saisir pour se remplir les poches en recomposant une histoire à partir des quelques éléments de la presse.
Elles sont à mon sens le symptôme évident d'une chose, le musée du Louvre équivaut, se substitue donc symboliquement à l'État français, bon on le savait, on le confirme d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs explicitement à titre de vengeance que l'auteur de la seconde lettre anonyme affirme avoir perpétré son acte suprême et définitif, terminal, de vandalisme. La violence contre l'entité France est d'autant plus saillante que l'objet concerné, l'indifférent de Watteau, est la création d'un peintre qu'on associe généralement, alors déjà depuis plus d'un siècle, à une certaine idée de raffinement, d'élégance et d'équilibre qui serait propre à la francité. Autrement dit, l'attaque blesse non seulement le génie français, mais également le temple universel où il repose dans sa plus grande majesté. Ce sont d'ailleurs, vous le voyez à droite, des photos d'identité du tableau que l'on placarde et diffuse pour aider à retrouver l'objet à travers l'Europe et qui sont propagés dans des quotidiens comme dans la presse spécialisée, le tout dans l'atmosphère de l'immédiate avant-guerre où les nouvelles géopolitiques d'Europe sont très sombres. Le commissaire de police, Roche, que vous voyez ici en bas à gauche devant l'emplacement vide, qui se retrouve dans bien des photos de presse, est chargé de la difficile enquête autour du larcin et fait face à de nombreuses fake news, comme celle que je vous montrais avec ces lettres, mais poursuit, dès le lendemain du vol, une enquête minutieuse impliquant des interrogatoires, analyses, reconstitutions, dont la presse permet là encore de suivre jour après jour le déroulement, les succès ou infortunes. L'affaire prend une tournure assez différente quand, sous la pression générale, Serge Boguslavski, qui est un jeune peintre sans succès de 25 ans, restitue l'œuvre et se rend à la police avec le petit tableau. Personnage qu'on surnomme Bog assez rapidement dans la presse. Il est convaincu d'avoir agi, je le cite lui-même, pour l'amour de l'art, fin de citation, au service de la France, et persuadé également d'avoir protégé l'œuvre des mains imprudentes de l'institution, selon lui incapable de protéger, de rendre justice à Watteau. Il restaure lui-même l'œuvre et lui applique un vernis industriel qui s'avère être un vernis pour carrosserie. Il élimine le cadre et il exécute sur la toile une série d'actions à faire pâlir tout professionnel du domaine. Je ne reviens pas sur le rocambolesque de l'affaire, les menus détails, sur le procès qui s'ensuit, les rebondissements et la stratégie médiatique de Bog, que vous voyez ici à gauche tout sourire, qui figure tout fier dans bien des photographies de presse à grand tirage. L'histoire matérielle de l'œuvre, par ailleurs, sa restauration ensuite par Goulina, et tout ça est bien connu des spécialistes de Watteau. Mais ce vol n'avait pas vraiment fait l'objet d'une remise en contexte et d'une véritable considération en fait, pour l'acte et son traitement. C'est-à-dire d'une attention aux archives que j'appellerais auxiliaires concernant le devenir singulier de ce morceau de peinture. Car le vol de l'indifférent qui soulève naturellement le trauma de la disparition de la Joconde de 1911, projette dans l'arène publique une série de questionnements relatifs à la sécurité et au gardiennage des biens nationaux. Il concerne tout d'abord l'expérience des visiteurs, en ce qu'elle est altérée par une autorité muséale dont on reproche au Louvre le trop grand relâchement. Nombre de caricatures de juin 1939 traitent du musée comme un lieu où le regardeur est observé au prisme de sa menace potentielle et non pour sa quête de délectation des intéressés. La femme enjoint ici par exemple son mari à un regard moins appuyé sur une immense toile néoclassique de David, de peur d'éveiller les soupçons des gardiens. Donc par inversion, le musée devient ici, et on a le même phénomène après 1911, le musée devient ici le site d'un regard contraint ou d'un regard empêché. Dans les réactions publiques, les débats portent également sur les remaniements trop incessants d'un musée tortueux, incitant les journalistes à de brefs précis muséographiques, qui reconstituent parfois les conditions du vol. L'aile Schlichting, où était exposé l'indifférent, venait d'être réaménagée ainsi, afin d'accueillir une série d'épis pensés pour maximiser les 6 messes disponibles. L'œuvre était en conséquence invisible à un gardien se trouvant à l'opposé de la pièce, ici schématisé dans un journal dont je n'ai pas noté le nom. Plus technique, d'autres articles mentionnent avec jalousie les technologies en usage dans certains musées américains, ici à Chicago, qui proposaient déjà, par un système de ressort et un circuit électrique centralisé, un dispositif automatisé de déclenchement d'alarme. Au moment du vol du Watteau, le tableau était accroché au mur par 2 pitons et du fil de fer torsadé. Le cambrioleur, Bog, l'avait désolidarisé de la simèse en venant chaque jour pour le détacher un petit peu plus, et s'avouera lui-même surpris d'avoir réussi aussi facilement à le décrocher le jour du vol.
Mais les documents d'archives sur lesquels je voudrais m'arrêter pour poursuivre et terminer cette communication sont les 2 rapports rédigés par un inspecteur général des services administratifs du nom de Louvel à l'adresse du ministre de l'Éducation nationale et qui sont conservés dans les différents dossiers des archives des musées nationaux dédiés ou touchant de manière annexe à cette affaire. Le premier de ces 2 rapports fait le point sur les circonstances du vol et tente d'établir la chronologie précise des faits. Il est basé sur des croisements d'entretiens individuels avec les gardiens en poste dans la salle le 11 juin, ainsi qu'avec Jaujard, Henri Verne et les autres fonctionnaires impliqués dans la procédure de déclaration du vol. S'il n'incrimine personne en tant qu'individu responsable d'une faute, ce rapport fait le constat embarrassé d'une chaîne de malentendus ayant conduit à un appel trop tardif à la police. L'absence du tableau est en effet constatée le 11, mais la police n'est prévenue que le 12 au matin. Et le rapport conclut, je le cite, « De tels phénomènes collectifs d'oubli et de malentendus ne relèvent pas seulement de la psychologie individuelle. Ils constituent un symptôme supplémentaire de troubles plus complexes. À ce titre, ils sont justifiables moins de sanctions particulières que d'efforts généraux de redressement. » Le second rapport, dont vous voyez ici la première page, est plus ambitieux. Il fait environ 55 pages. Il déploie certains constats et propose diverses réformes visant à améliorer la sécurité des collections des musées nationaux, à pointer les erreurs, les lacunes qui ont rendu possible l'événement regrettable. Ces conclusions sont les suivantes. Le service de gardiennage est jugé très déficient, les mesures d'alerte trop longues, et enfin, il est rendu manifeste que le doute sur la réalité du vol du tableau avait retardé les procédures et reposait sur le fait que personne n'était certain de l'illégitimité de son absence en salle. C'est-à-dire qu'on se dit, le tableau n'est pas là. Est-ce qu'il était là avant? Est-ce qu'il n'est pas là pour des raisons légitimes? Et c'est cette confusion qui va faire traîner la procédure de fermeture du musée, fouille des visiteurs, etc. Ce document est donc intéressant en ce qu'il fait un point sur les répartitions de budget, sur les mesures en vigueur pour la sécurité des musées nationaux dans les années 30. Il est également parfois cocasse en ce qu'il est écrit par un fonctionnaire a priori non spécialiste des musées et de leur organisation, mais qui ne s'empêche nullement certaines recommandations visant parfois une restructuration assez fondamentale de l'institution. Le rapport préconise tout d'abord une plus grande implication des conservateurs dans la supervision du gardiennage, en ce que, lit-on, la conservation n'est pas seulement l'érudition et la critique d'art, fin de citation. Mais il se préoccupe surtout longuement du comptage des gardiens et brigadiers en poste, pointant du doigt leur nombre insuffisant. Le document préconise la création de nouveaux postes, de passer de 11 à 26 brigadiers, de 80 à 174 gardiens, répartis selon une nouvelle sectorisation. Un autre point délicat concernait la grande proportion de gardiens en état d'invalidité, en ce que certains décrets de l'entre-deux-guerres réservaient ces emplois à des mutilés de la Grande Guerre. Et le rapport chiffre 117 gardiens dits invalides, dont 70 à plus de 50%, et j'ignore absolument ce à quoi se reportent concrètement ces manières d'évaluer la validité et l'invalidité. Louvel écrit, donc l'auteur du rapport écrit, « La mutilation des membres inférieurs oblige certains à la station assise. Souvent, l'état déficient entraîne une propension au sommeil. » Fin de citation. Et il poursuit, « La tranquillité apparente des musées les fait trop facilement assimiler à des maisons de retraite et dissimule la difficulté de la tâche impartie aux gardiens. » Fin de citation. Tout en proposant de mieux répartir les fonctions et attribuer aux personnes invalides des postes administratifs n'impliquant pas de mobilité, Louvel se prononce pour un stage de formation des recrues et pour une interdiction formelle aux gardiens de s'asseoir, de parler et de diminuer de moitié leur temps de déjeuner. Le gardien gardienné, donc. Le rapport propose également de fermer le musée au public 1h30 à 12h30 pour une bonne rotation des équipes de surveillants, en étant parfaitement conscient que la mesure était difficile à accueillir. D'autres mesures sont envisagées afin d'ordonner la vie dans les salles. Le rapport estime nécessaire de restreindre les autorisations accordées aux copistes, mais aussi aux photographes, qui demandent souvent les déplacements vers les fenêtres pour avoir davantage de lumière. Concernant les processus de déclenchement des alarmes, l'option d'un dispositif électronique et électrique est écartée en raison d'une difficulté d'adaptation à l'architecture des lieux, mais un système centralisé déclenché manuellement à des points stratégiques est tout de même proposé, qui conduira à une fermeture automatique des portes d'entrée, etc.
Il indique que l'exposition organisée d'ailleurs dans le cadre des chefs-d'œuvre de l'art français en 1937 faisait appel à un tel dispositif et qu'il était envisageable. Louvel propose également la solution de solidariser des petits tableaux sur un panneau unique par groupe de 3 qui permettrait de dissuader les vols, tout en laissant la possibilité d'une évacuation rapide en cas d'incendie. Mais les remarques les plus radicales naissent d'une comparaison du musée du Louvre avec ses homologues internationaux, sa centralisation inégalée de trésors et son intention universelle. S'il n'est pas explicitement proposé de séparer le Louvre en plusieurs musées distincts, il propose dans ce rapport un modèle de réarrangement muséographique dans lequel les dits chefs-d'œuvre sont groupés dans des salles centrales et les œuvres considérées moins importantes dans d'autres. On en revient au modèle de la tribune qui a été montré il y a peu. On lit dans ce rapport, donc, le musée idéal doit comporter une succession de salles centrales contenant des pièces maîtresses de chaque école, d'où partent en rayon les galeries adjacentes réservées aux œuvres mineures. Fin de citation. Il faudrait dès lors se munir d'une autorisation spéciale pour lui, pour voir les salles annexes. En somme, la contrainte de gardiennage serait amoindrie et le musée plus aéré, car, dit Louvel, le kilomètre simèse, un kilomètre-simèse, j'aime beaucoup l'expression, est la plus épuisante des épreuves physiques. Fin de citation. Donc on réactive de manière assez curieuse ce débat sempiternel sur le rôle des musées et la construction de la valeur, sur le modèle taxinomique contre celui du modèle de la tribune des offices, donc pour rester encore avec elle, avec le best-of. Enfin, un dernier point important, c'est l'optimisation d'une connaissance du mouvement des œuvres. La politique du bon de déplacement, cette étiquette accrochée en place d'un tableau transporté pour une restauration, un prêt ou autre, est largement critiquée. Le rapport dit, je cite, « Le résultat est déplorable. On accroche ce papier de médiocre consistance en le crevant avec la tête de clou. Il peut être constamment arraché par un curieux, un enfant ou un mauvais plaisant. Il n'offre aucune espèce de sécurité et explique toutes les hésitations et les erreurs. » Dans sa ligne de mire, et c'est là que ça reconnecte aussi avec ce que Michela disait tout à l'heure dans sa communication, dans la ligne de mire de ce rapport, le trop grand nombre de prêts consentis dans le cadre d'expositions internationales et diplomatiques. Louvel indique « Une autre cause du désordre du département des peintures résulte de l'usage immodéré des envois consentis dans de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Il faut renoncer, poursuit-il, à un usage auquel on veut attribuer un intérêt de propagande internationale, mais dont l'efficacité s'est montrée très douteuse. » Fin de citation. Le rapport recense le nombre de prêts en cours au moment de l'écriture du document, 112 tableaux, 249 dessins, et la présence de 137 bons de déplacement en salle. En effet, la Troisième République, et ce sont aussi des sujets que je côtoie, la Troisième République, dans l'entre-deux-guerres, a cette propagande culturelle très active, prête et se fait prêter en permanence. Ce qui guide par ailleurs aussi quelques catastrophes autour de Manet à Tournai en 1937, dont on avait déjà parlé une fois. Voilà encore une autre anxiété d'archives. Donc je m'arrête ici en résumant en fait ce qui m'attire en tant que chercheur et m'amuse aussi dans ces documents, c'est leur manière d'opérer cette espèce de coupe transversale, complètement horizontalisée sur ce complexe du musée, penchant simultanément vers le savant, vers le populaire, vers le très pragmatique, ou alors vers le puissamment symbolique, vers l'individu et les psychologies individuelles, ou alors vers le système. Il contribue à une approche décloisonnée du musée, en fait, envisagée de manière moins monolithique et plus organique. Merci. Un grand merci, Victor, pour cette communication vraiment passionnante. En vous écoutant, et je me disais aussi que... Et en écoutant les critiques que vous mentionniez qui étaient faites au Louvre, il y a aussi le fait que finalement le musée se confronte à des exigences finalement tellement variées. Il faut à la fois conserver au mieux les chefs-d'œuvre de l'humanité et bien sûr en même temps recevoir au mieux l'ensemble du public, conserver au mieux son bâtiment. Donc de toute façon, il s'expose à la critique, alors que finalement je trouve qu'il le fait assez bien, et je ne le dis pas aujourd'hui, maintenant, parce que ce serait très prétentieux de ma part, mais je veux dire, il le fait assez bien au fil des décennies et des siècles. Mais en fait, il y a là une telle exigence des missions des musées, et je pense que c'est intéressant parce que tous, vous l'avez fait ressortir, une telle exigence de ces missions du musée, à la fois conserver, valoriser, développer, acquérir, que
par essence, il expose à la critique, alors qu'en fait, le musée du Louvre, mais les musées le font assez bien. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ce reproche fait aux conservateurs en 1939 d'être finalement trop perché sur sa colonne et trop éloigné des usages d'aujourd'hui, c'est un reproche qu'on entend. Enfin, je suis sûre qu'on ouvre un journal d'hier ou d'avant-hier ou demain matin quand on ouvrira un. Je suis sûre qu'on va trouver aussi la même critique, à peu près avec les mêmes termes. Donc là aussi, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on ne dit pas assez combien le musée est la toute petite partie réalisée de l'utopie des Lumières. Et qu'en soi, il est utopique, mais comme il se confronte à la réalité, finalement, du coup, il devient, dans ce mélange d'utopie et de réalité avérée, il devient très complexe à saisir. Donc je pense que ça, cette dimension-là utopique, c'est bien aussi que les archives le révèlent par ces coupes successives, comme vous le disiez. Bénédicte, j'ai trop parlé et c'est à toi, je crois, me semble-t-il. On ne voit plus, mince. Pardon, j'ai désactivé la caméra. Tu as désactivé ta caméra, tu es là, à toi. Ça arrive aux personnes de plus de 40 ans, fréquemment. Je voulais vous remercier beaucoup les uns et les autres. Et Dominique, au contraire, je trouve que la synthèse que tu viens de faire est très intéressante. L'idée qu'il y a un choc de l'utopie et du réel, et que ce choc est documenté particulièrement dans les archives. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé extrêmement stimulant dans le panel de cet instant, c'est à la fois ce qu'a montré Michaela sur l'accélération du temps du travail au musée. C'est-à-dire qu'en fait, ces questions de temps, la question du temps, elle est difficile à saisir en général dans les musées. Et là, elle a, avec cette série de télégrammes, montré cette accélération. Et en même temps, dans le même temps, ce que montre Victor, c'est aussi une accélération de cette confrontation ou de ces intrusions dans le musée. Donc, et en même temps, et alors ça, je trouve que ça fait tout mis ensemble quelque chose d'extrêmement parlant et proche de ce qu'est l'institution de musée, quand Cécilia explique qu'on est face à des musées fantômes, finalement, que la technologie rend fantôme, et donc hors temps. Et voilà. Et Laurent, lui, qui par exemple fait une critique au bilboquet et s'aperçoit que, ah non, finalement les archives me montrent que c'était pas si grave le bilboquet, puisque il y a une valeur d'ancienneté, disons, de cette méthode, et donc il s'excuse presque, enfin non, je crois, Laurent, vous vous êtes même excusé explicitement d'avoir en fait choqué la valeur d'ancienneté de certaines pratiques d'exposition. Et voilà. Et finalement, alors qu'on était parti dans une section qui était plutôt sur l'exposition et la mise en œuvre, je trouve que tout ça, ça a parlé beaucoup, oui, du temps, du rapport au temps dans le musée, alors que le musée annule le temps en quelque sorte, au sens où il met tous ces objets anciens au même niveau et les neutralise. Voilà, c'est juste un aspect, mais il me semble que ça va vraiment très très bien aussi avec tout ce qu'on a dit sur l'archéologie ce matin. Donc j'ai pas beaucoup des questions, je me suis juste souvenu qu'à propos des photographies, Arnaud Bertinet avait publié dans sa thèse un arrêté qui interdisait les photographies. Je ne sais pas si vous le voyez là, je ne sais pas si ça va bien zoomer, mais c'est un arrêté de 1866. Donc là encore, on voit que ces négociations permanentes, en fait, c'est ça, c'est le temps et le fait qu'il semble que cette institution est tout le temps dans la négociation de ce qu'il faut faire et tout, mais depuis des siècles. Et voilà, et je voulais demander peut-être en premier à Cécilia, du coup, qui s'est particulièrement intéressée à la fictionnalité de ces représentations de salles, si le stop and go du droit de photographier ou pas joue un rôle dans sa réflexion, ou si finalement ça c'est le basso continuo qui va jusqu'aux perches de handy, de mobile, et voilà. Merci Bénédicte, merci pour cette question qui frappe vraiment, c'est vrai, jusqu'au cœur de ce que j'étais en train de dire. Je pense qu'également, il y a ces hésitations, il y a ces problèmes justement concernant le statut de cette nouvelle technique. Et je pense que ce qui est quand même assez frappant dans tout cela, c'est que c'est la photographie qui arrive à s'imposer en tant que
membre des beaux-arts bien plus rapidement que tout autre art qui est développé, puisque déjà dans les systèmes bibliographiques, quelques 5 à 10 ans après déjà l'invention de la photographie, on voit que la photo est rangée parmi les beaux-arts et pas parmi les techniques. Ce qui est déjà assez intéressant en ce qui concerne justement sa relation avec le musée, puisque tu vois, d'un côté, on est en train de l'incorporer, de l'autre côté, le musée, pour plusieurs raisons. Je pense que les raisons techniques figurent évidemment parmi les plus importants, mais les musées ont plusieurs hésitations. Il faut quand même dire que, par exemple, à Londres, c'est Anthony Hamberg qui a tellement bien montré ça. Si la National Gallery hésite énormément, prend beaucoup de temps avant de faire quelque chose, le British aura un photographe qui va être nommé assez rapidement, mais ensuite il n'y aura plus de photographes, après plus ou moins 5 ou 6 ans, plus de photographes. Et c'est justement l'Institution des arts industriels, South Kensington, qui va être l'institution qui aura la relation la plus proche avec la photographie, non seulement en ce qui concerne les objets individuels, mais aussi les vues de galerie. Donc c'est vrai, ce stop and go, c'est assez passionnant d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on devrait examiner, je pense, sur l'échelle européenne et même américaine. Merci. Ouais. Cécilia, tu mentionnais effectivement le travail de Anthony Hamberg, qui est déjà assez ancien, parce qu'il date, je crois, du milieu des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Il est inédit en français. Et c'est vrai qu'on ne peut que appeler de nos voeux qu'il y ait quelque chose du même ordre qui soit fait en France. Je voulais simplement signaler que nos collègues du Musée des Arts Décoratifs viennent de publier un ouvrage qui accompagnera une exposition sur la collection de photographies et qui retrace des éléments comme celui-là. Laurent, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Je te passe la parole. Merci Dominique. Non, je veux juste rebondir sur ce que disait Cécilia, effectivement, par rapport à ces régimes variés aussi suivant les institutions. Et pour prendre le cas du musée Napoléon III, on est tout à fait dans le cas d'une opposition entre musée Napoléon III et musée du Louvre. C'est-à-dire que le musée du Louvre, à un moment justement où il fait rentrer, mais avec hésitation, des photographes, notamment avec des collaborateurs comme Marville, qui est quasiment le photographe officiel, et donc va finalement mettre un peu un terme à l'activité des photographes. En 1862, le musée Napoléon III, lui, accueille un atelier de photos au fond de la galerie consacrée au moulage de la colonne Trajane. Il y a un atelier de photographie. Et justement, il y a des remarques de Lomperrier, quand il reprend un peu la main et l'autorité sur le musée Napoléon III, pour critiquer justement la liberté des dessinateurs et des photographes qui s'emparent des objets, les emmènent dans le laboratoire photo. Mais voilà, mais ça fait partie du projet justement, là aussi, d'un musée d'art industriel, donc avec un autre rapport à la reproduction, à la documentation, aux techniques modernes. Voilà, et le Louvre là avait peut-être pas fait son aggiornamento de ce point de vue-là, il pouvait apparaître en retard. Par rapport à cela, je vous renvoie à l'ouvrage d'Éléonore Chaline qui a été publié, je crois, chez Macula, si je ne dis pas de bêtises. C'est sa thèse sur l'utopie du musée de photographie, où elle souligne ces éléments-là. Et je voulais aussi citer le musée de sculpture comparée qui, quand il s'ouvre en 1882, s'ouvre en présentant à la fois des maquettes, des moulages et des photographies, dans une ambition très grande, et une ambition très grande de présenter les trois ensemble. Donc là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Je vous renvoie vraiment à l'ouvrage de Léonore qui est, je crois, très intéressant par rapport à ça. Ce que je voulais peut-être souligner, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Bénédicte dans le rapport au temps et dans le rapport à ces éléments. Ce qui, je trouve, vraiment intéressant, c'est la manière dont toutes vos communications montrent finalement à la fois un musée que nous connaissons de l'intérieur, mais qu'on n'attend pas forcément. Et une question que je voulais poser à Michaela, c'est finalement pourquoi cette partie-là du musée qu'on trouve dans les archives est finalement pas tellement trouvée dans les ouvrages dédiés au musée. Et donc ça m'intéresse beaucoup en fait. Est-ce que ça n'intéresse pas, ou est-ce que ça effraie, ou est-ce que finalement le surmoi du musée, ou tel qu'il est perçu, élude ces éléments-là? Alors c'est une question très intéressante, merci beaucoup. Il y a beaucoup de façons de répondre, et je pense qu'une première façon peut être tout simplement de considérer aussi le renouveau méthodologique de l'histoire que nous vivons ces années-ci, de l'histoire institutionnelle, de l'histoire culturelle, de l'histoire des institutions qui sont aujourd'hui de plus en plus étudiées comme lieu de pratique et non simplement comme lieu
d'une certaine façon très duo, on va dire, de gérer simplement des œuvres, des objets. Et donc justement, on est beaucoup plus attentif. La micro-histoire aujourd'hui a été mentionnée à plusieurs reprises. On est beaucoup plus attentif aujourd'hui à ces dimensions très très matérielles et très très comment dire, très concrètes justement, du travail au musée, du travail dans d'autres institutions, et la dimension du temps aussi, ces dimensions de ce qui est perçu, des affects aussi, sont très importantes dans les travaux historiens. Donc l'histoire de l'art, l'histoire des institutions culturelles, l'histoire des musées se saisit aujourd'hui de ce type d'innovation méthodologique pour faire voir autre chose. Oui, je pense que ça ouvre, à mon avis, pour les étudiants, notamment, beaucoup de sujets qu'ils n'estiment pas forcément, alors que ça ouvre beaucoup de possibilités. Je sais, Cécilia, que tu voulais en dire quelque chose par rapport à cela. Ou Bénédicte. Oui, merci. Non, ça va dans le même sens. C'est pour ça que je viens dedans, mais n'hésitez pas à parler entre vous, comme j'arrive pas. Non, parce que Michaela, tu disais au début de ton intervention, ou à la fin de ton intervention, qu'il y avait cette histoire de la petite histoire et de la grande histoire. Et je crois que vraiment le changement de paradigme, outre celui que tu viens de décrire, c'est qu'il y a une méfiance grandissante à l'égard de la grande histoire, des grands récits, ou de ce que les Allemands appellent la Deutungshoheit, c'est-à-dire le monopole de l'interprétation, et que la multiperspectivité, la chorale ou la multiplication, la diversification des voix sur des objets est en train de devenir la manière dont on travaille tous, ou dont nos étudiants, en tout cas, ou les jeunes générations, ont envie de travailler comme ça, c'est-à-dire de laisser beaucoup de place. Julie parlait tout à l'heure de reculer la focale et de montrer plus de monde sur la photo. Voilà, et plus de monde et plus de voix sans doute. Et je voulais juste, c'est peut-être une question que je voudrais envoyer à Victor, qui s'occupe aussi beaucoup de ces questions. L'exemple que tu as montré, enfin, on pourrait dire c'est de la petite histoire, c'est une anecdote et tout, et dans ton exposé, tu as vraiment montré combien c'est en fait structurel et structurant pour un musée. Et ma question donc, qui s'adresserait à toi, c'est comment toi, quand tu enseignes notamment, tu fais cet acte d'équilibre entre ce qui pourrait ressembler à de la petite histoire et qui en fait est en train de devenir celle qui nous occupe. Voilà un des intérêts de ces documents, c'est d'offrir du spectaculaire et des documents étonnants et amusants à proposer à des étudiants qui s'intéresseraient sur ce que c'est que l'écriture de l'histoire. Parce qu'à travers ces choses-là, ces documents, on se trouve face à eux et on se dit, mais c'est drôle, c'est intéressant, ou alors c'est beau, c'est bien écrit, ou peu importe, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? Et puis on les met de côté, et puis un jour, un événement comme celui-là, qui me refait poser la question de l'archive des musées, me donne l'occasion rêvée de pouvoir leur sortir et de ne pas forcément en conclure quelque chose, mais à nous écouter dans ce colloque, je me dis que finalement, cette recherche sur Watteau que j'ai déjà publiée sur ce vol, où là je fais vraiment une analyse de la réception de Watteau et son association à l'identité française, etc., où tout j'espère en tout cas, fait sens et est cohérent. Maintenant, je me rends compte que si j'en suis arrivé à me poser ce que j'estimais être des questions intéressantes ou des bonnes questions, c'était peut-être en me confrontant à de tels documents. Je trouve qu'ils permettent de se poser de bonnes questions, même si ensuite on ne les exploite pas directement pour leur intérêt propre ou dans un récit. Je pense, pour rebondir sur ce que aussi venait de dire Michaela, que l'histoire des expositions et ce champ un peu redécouvert et qu'on poursuit, il a aussi attrait avec une véritable histoire des réceptions. Il y a le tournant de l'histoire de la réception. On s'est rendu compte que d'étudier les expositions en faisait partie, et on s'est rendu compte que quand bien même les événements des années, par exemple 20 ou 30, sont scientifiquement assez pauvres, je veux dire, les catalogues sont des catalogues très factuels, etc., on a là aussi tout autour une masse, une effusion critique de textes, de sources qui balisent la réception et l'historiographie des grandes figures de l'histoire de l'art, ou des petites, ou réorientent des cours de l'histoire de l'art. Et ça, ces points charnières, ils sont très très intéressants. Ils se jouent en archives, dans des télégrammes, dans des bons de transport, dans des documents auxiliaires, encore une fois.
rejoins complètement Victor. Moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur la première exposition qui associait peinture et photographie. C'était une exposition de Jean Adhémar en 1955 à la BN. Et en fait, on voit très bien ces enjeux de réception et de revalorisation à ce moment-là. Et vous vous souvenez de l'exposition qui avait été faite par Didier Huberman au Palais de Tokyo, hein, sur Warburg, et qui reprenait y compris des bons de transport, enfin, qui était tout à fait intéressant. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser à Laurent par rapport à ça, parce que ce que vient de dire Victor me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, au fait que dans ces archives, on mélange à la fois texte, images, relevés, documents de différentes importances. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que ça t'en dit et qu'est-ce que ça suggère dans la manière de les travailler? Est-ce que tu penses que du coup, c'est quelque chose qui te livre tous les secrets, ou au contraire que ça ouvre encore avec beaucoup de secrets à découvrir, ou des choses qui pourraient être cachées ou non présentes même dans ces archives? Je pense que, alors là aussi, il faut s'entendre sur ce qu'est un document d'archives. Par exemple, justement, est-ce que les photographies de Lafon, ces centaines de photos, mais elles prennent un statut effectivement pour nous particulier, mais à l'époque c'est de la documentation. Donc, est-ce que c'est, voilà, d'une part, c'était... Donc, qu'est-ce qu'on considère comme archive? Et puis, effectivement, après, on fait feu de tout bois, hein. Donc, les archives, encore une fois, elles prennent sens par rapport, comme cela a été dit d'ailleurs, avec les autres documents, les publications de l'époque. Et donc, là, forcément, c'est cette résonance qu'on arrive à créer et ces systèmes. Et donc, effectivement, quand on avance, je crois, dans ces recherches-là, et spécialement quand on travaille justement un peu, j'ai présenté cette partie un peu topographique, qui est une sorte de puzzle. Donc effectivement, on voit peu à peu les pièces manquantes. Et on voit effectivement, on devine, c'est un peu la masse cachée de l'univers, on voit un peu ces archives dont on se dit elles doivent être quelque part, elles doivent exister, et où sont-elles? Effectivement, par exemple, les plans sans les plans, j'allais pas très loin dans la reconstitution du musée, mais il doit y avoir justement les notes, il doit y avoir les travaux préparatoires, les esquisses. On rejoint la question aussi des archives privées. Donc là, j'ai pu... voilà, les archives de Charles Clément, elles existent, elles sont conservées dans la famille, c'est extrêmement précieux. Ça m'a donné des listes d'œuvres aussi de Campana lui-même, italienne encore, donc on voit qu'il y a des cheminements assez étonnants parfois de ces archives. Donc c'est effectivement là, on voit les choses qui apparaissent, qui disparaissent, dont on sait qu'elles ont pu exister. Je pense en particulier aussi à un document que j'ai cité, qui est un document capital, qui est les fiches de Lomperrier, puisque Lomperrier a entrepris un travail d'inventaire décisif de la collection avant son entrée au Louvre, mais il n'a jamais rédigé l'inventaire. Donc, et d'ailleurs, il a été renvoyé largement pour cela là, en 1870. Il n'a jamais fait l'inventaire, donc tout ce dont on dispose, c'est les fiches, puis des inventaires rétrospectifs. Donc on a des lacunes dans ces 9000 et quelques fiches. Donc voilà, ces fiches, elles doivent exister quelque part. Et là aussi, mélange archives publiques, archives privées. On sait que dans les démêlés de Lomperrier avec son administration, il y a eu le reproche, on lui a reproché d'avoir fait venir son fils pour venir chercher à son bureau les archives ou les fiches pour qu'il puisse travailler chez lui alors qu'il était invalide, malade, etc. Donc des documents dont on sait qu'ils ont existé, qui se sont promenés, et voilà ce statut incertain et qui fait aussi évidemment le charme des archives. Merci beaucoup. Par rapport à cela, Cécilia, parce que dans l'atelier doctoral que tu diriges avec Françoise, il y a beaucoup de travaux sur ces sujets-là, et peut-être que ce serait intéressant que tu les mettes en perspective aussi par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment dans ces nouvelles approches du musée. Comment est-ce que tu le sens aujourd'hui par rapport aux étudiants que vous encadrez, Françoise et toi? Est-ce qu'ils sont justement intéressés par ces sujets qui puisent au plus loin? On sait que parfois ils s'intéressent qu'à l'immédiat, mais du coup ces sujets qui puisent au plus loin les intéressent aussi. Comment est-ce que tu as l'occasion de partager ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, avec eux, ou peut-être pas encore? Oui, c'est très intéressant. Merci Dominique. En effet, c'est vrai qu'on a par exemple fait 2 premières éditions de l'atelier concernant la question de s'approprier le Louvre. Donc, on a vraiment été très intéressés à voir comment le modèle muséographique et muséologique du Louvre a pu justement avoir un impact, que ce soit en France, que ce soit ailleurs.
avec également toute la question de ce qu'on veut dire par approprier. C'est pas seulement prendre des choses, mais c'est de les adapter, c'est rejeter des parties, c'est accepter d'autres parties, les modeler, les refaçonner. Donc, ça, c'était les 2 premières éditions. Ensuite, on a aussi travaillé sur la question justement de mise en scène de display. Il y a toujours évidemment toute cette question, et je pense que c'est là où on a été tellement autour de ça tout le temps, la question de ce qu'on peut faire des archives et quels sont justement nos horizons d'attente, pour utiliser justement cette phrase qui est devenue tellement célèbre. Chaque personne qui arrive dans les archives amène forcément ces horizons d'attente, et ce qui est d'autant plus intéressant justement maintenant, c'est ce travail en équipe qui nous permet de croiser nos approches, croiser nos manières de voir les choses. Moi, dans les archives, je vais probablement chercher quelque chose d'autre de ce que vous cherchez, Laurent, et de ce que cherchent Michaela et Victor, mais je pense que c'est justement ça, et je pense qu'il faudrait aussi, et c'est ça, je pense, qui doit nous rendre très modestes, c'est de savoir que nous sommes en train d'exploiter ces archives. Face à ces producteurs d'archives, nous ne sommes probablement pas en train de poser les mêmes questions. Et je pense que c'est ça aussi qui est tellement intéressant justement dans l'épistémologie de notre discipline, de voir comment nous sommes en train de faire avancer et de... Justement, je pense que par exemple, les questions que vous êtes en train de poser en ce moment, Laurent, concernant la collection Campana, ne sont pas les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Et heureusement, parce qu'effectivement, ça vous permet... Et qui ne sont pas les questions qui seront posées demain, effectivement, heureusement. Que tu dis, et d'ailleurs je repense à ce que disait Jean-Luc Martinez en tout début de cette journée, où il disait qu'est-ce qu'on va léguer à nos successeurs avec notre succession de mails, de SMS, d'échanges qui vont en partie disparaître. Et justement je voulais poser cette question-là à Victor, parce que c'est vrai que finalement aujourd'hui beaucoup des choses que vous avez retrouvées sur le vol du Watteau, comme on était à une ère déjà en partie de communication et électromécanique, mais bien moins qu'aujourd'hui, vous les avez retrouvées. Aujourd'hui il manquerait plein de choses. Il manquerait les SMS de panique envoyés, enfin je le dis, mais pas envoyés directement sur WhatsApp du gardien à son chef d'équipe et des éléments. Enfin, et du coup, ça me pose question, parce que finalement, on va peut-être nous léguer à nos successeurs quelque chose de beaucoup moins vivant, parce que on n'aura que ce qui a été finalement récupéré en courrier, mais qui est, on le sait bien, nous tous en tant que chercheurs, qu'une part infinitésimale de ce sur quoi on travaille. Bon, il y a une énorme vasteté dans la question de l'archivage du maintenant. Bon, là-dessus, je laisserai des spécialistes des procédés de stockage répondre mieux que moi. Pour simplement dire qu'en 1981, l'indifférent de Watteau a été attaqué par un coup de clé ou un objet du même acabit, et il est beaucoup plus difficile pour moi, en tant qu'historien qui va aux archives, d'enquêter sur cet épisode-là que sur le vol de 39, où là on a vraiment des liasses entières de presse, etc. Mais je veux dire, on est à un âge autour de 1900 où je veux dire, la production de papier, de documents et d'administration est tellement importante, et l'archivage a l'air quand même assez systématique sur certains aspects, que c'est vrai que ça donne beaucoup de matière, oui. Cette période-là, on le sait, pour tous les sujets de recherche qu'on a pu avoir, quand j'avais travaillé sur les prêts pour le dictionnaire que Françoise a dirigé avec Geneviève Bresse et Guillaume Fontenelle, c'est vrai que pour cette période-là, on a énormément de choses. Ça, c'est certain que c'est certainement le moment où ils pensaient finalement comment transmettre ce que nous ne faisons peut-être pas complètement. Alors il va falloir qu'on conclue. Je ne sais pas si vous avez les uns et les autres des éléments que vous vouliez peut-être ramener par rapport à ce que vous avez évoqué. On a parlé de ce renouveau méthodologique, on a parlé de ce rapport au temps, qui me semble extrêmement intéressant. On a parlé aussi du musée comme lieu de vie, comme lieu de travail, et ce musée comme lieu de l'utopie, et d'une utopie, si on peut dire, dans une mauvaise expression, en partie quand même devenue réelle, ce qui est assez paradoxal, mais ce qui fait tout le charme du musée. Je ne sais pas, Bénédicte, si tu voulais dire quelques mots en guise de conclusion. Tu es encore avec nous? Oui, tu es là. Oui, très volontiers. Je voulais vraiment remercier à nouveau toutes les participantes et tous les participants
à ces 2 journées, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, qui m'ont paru en fait presque naturelles, en tout cas montrer comment nos 2 institutions, le Louvre et le Collège de France, arrivent à s'exprimer sur des sujets communs avec beaucoup de facilité, et que ces sujets ont été portés hier et aujourd'hui aussi beaucoup par les plus jeunes chercheurs, ceux qui arrivent maintenant dans des positions qui sont celles de déterminer où va la recherche, et que ça me paraît particulièrement important de voir que précisément ces archives semblent ouvertes à un grand renouvellement du travail sur ces institutions qui, dans certains pays, peut-être pas en France, mais en tout cas dans le reste de l'Europe, sont parfois contestées, parfois même très contestées. Et il me semble absolument indispensable et vivifiant que les archives s'ouvrent au questionnement qui peut-être ne sont pas vraiment ceux de l'institution et peut-être pas les nôtres, voilà, et que tout ça devienne aussi facile que pour nous autres chercheurs et chercheuses, aussi pour d'autres groupes dans la société civile. Voilà. Un très très grand merci réitéré à Negin Mathieu, Marie-Claire Le Bourdelès et Marie Tchernia pour avoir fabriqué ces 2 journées qui ont été techniquement compliquées à réaliser, et donc aussi un grand merci aux équipes du Louvre et aux équipes du Collège de France qui font des miracles depuis 1 an pour tout le monde. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci et à bientôt, j'espère, en vrai. Merci beaucoup Bénédicte, merci à toi, parce que c'est grâce à toi qu'on est réunis, donc vraiment un très grand merci. Ça a été vraiment un moment formidable, et moi je me réjouis alors aussi de voir la part prise par la photographie, qui est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement, et on voit dans les communications d'aujourd'hui, pas seulement cet après-midi, la place qu'elle prend, dans une approche d'ailleurs à la fois documentaire mais aussi de création, et dans une approche qui joue à la fois sur le mythe et sur l'utopie, donc on n'a pas fini d'en parler, et tant mieux. Merci infiniment à tous. Merci, au revoir. Merci.